Avant de regarder cette partie, il est nécessaire de regarder la première partie qui sera mentionnée ici ou dans la description de la vidéo. Merci, on commence. L'embolie pulmonaire est une condition médicale grave caractérisée par l'obstruction partielle ou totale de l'artère pulmonaire ou de ses branches, le plus souvent par un caillot sanguin. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique car il peut mettre en jeu le pronostic vital à court terme, soulignant l'importance d'une intervention médicale rapide et efficace. Après le diagnostic d'embolie pulmonaire, la prise en charge thérapeutique est essentielle pour stabiliser le patient et prévenir les complications. Les patients nécessitent une hospitalisation pour une surveillance étroite et une prise en charge appropriée. Maintenir le patient en position demi-assise peut aider à améliorer la ventilation et à réduire l'hypoxémie, avec une surveillance continue des paramètres vitaux, y compris la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Un bilan sanguin initial est réalisé pour évaluer la fonction hématologique et la fonction rénale et électrolytique. Cela comprend généralement une NFS, un TP, un TCA, une glycémie, d'inogramme sanguin, une urée et une créatinine. Si le patient est instable, des mesures de réanimation sont initiées en assurant la liberté de voie aérienne en cas de détresse respiratoire, avec administration d'oxygénothérapie pour maintenir une saturation en oxygène adéquate. L'intubation et la ventilation mécanique peuvent être nécessaires. Dans certains cas d'embolie pulmonaire avec hypotension, un remplissage peut être nécessaire pour stabiliser la pression artérielle. Des drogues vasoactives peuvent également être administrées si nécessaire pour maintenir une perfusion tissulaire adéquate. Maintenant, on va parler des mesures spécifiques dans la prise en charge d'embolie pulmonaire. L'évaluation de la gravité de l'embolie pulmonaire est importante car il conditionne les modalités de prise en charge. Il repose sur des paramètres cliniques et paracliniques. Les paramètres cliniques comprenant une chute de la pression artérielle systolique moins de 90, qui peut indiquer un état de choc hypovolumique. L'utilisation des scores tels que le score de PESI ou ce qu'on appelle Pulmonary Embolism Severity Index. Ce score évalue le risque de décès à 30 jours en prenant en compte des facteurs tels que l'âge, les comorbidités et les signes cliniques. Les paramètres paracliniques incluant l'évaluation de la dysfonction ventriculaire droite par des techniques d'imagerie telles que l'échocardiographie ainsi que l'élévation des biomarqueurs cardiaques comme le BNP et la troponine. Une dysfonction ventriculaire droite et une élévation des biomarqueurs peuvent indiquer une attente cardiaque sévère. La prise en charge anticoagulante de l'embolie pulmonaire vise à prévenir la formation de nouveaux caillots sanguins et à réduire le risque de complications thromboemboliques. En absence de contre-indication, les anticoagulants sont utilisés comme un traitement de première intention. On commence par l'héparine non fractionnée. Elle est utilisée en cas d'insuffisance rénale ou d'embolie pulmonaire avec choc. L'héparine non fractionnée est administrée par voie intraveineuse avec un bolus initial de 50 unités internationales par kilogramme, suivi d'une perfusion continue à une dose de 500 unités internationales par kilogramme par jour. L'effet anticoagulant de l'héparine non fractionnée est surveillé en mesurant le temps de céphaline activée. L'objectif est d'obtenir un allongement de TCA de 2 à 3 le temps de contrôle, ou le TCA 2 mois. Cette surveillance permet d'ajuster la dose de l'héparine non fractionnée afin de maintenir un effet anticoagulant optimal tout en évitant les risques de saignement excessif. L'héparine non fractionnée peut parfois entraîner une diminution du nombre de plaquettes sanguines ou ce qu'on appelle la thrombopénie induite par l'héparine. Cette complication doit être surveillée en réalisant une NFS tous les 3 jours. L'héparine du poids moléculaire est une alternative de l'héparine non fractionnée. Les HBPM sont souvent préférés à l'héparine non fractionnée en raison de leur facilité d'administration par voie sous-cutanée. Un exemple courant de l'HBPM est l'enoxaparine, commercialisé sous le nom de Lovenox. La posologie habituelle pour le traitement d'embolie pulmonaire est de 0,1 cc par 10 kg de poids corporel, administré toutes les 2 heures par voie sous-cutanée. Bien que le risque de thrombopénie soit moins fréquent avec les HBPM par rapport à l'HNF, il est toujours recommandé de surveiller attentivement les plaquettes sanguines du patient. Une NFS est généralement réalisée tous les 3 jours pour détecter toute diminution du nombre de plaquettes. Le relais par les AVK, tel que le syndrome, peut être initié dès les premiers jours de traitement avec les HPMP, ajusté ensuite en fonction de l'INR. L'héparine est stoppée lorsque l'INR est supérieur à 2 reprises, à 24 heures d'intervalle, indiquant que l'effet anticoagulant des AVK est suffisant pour maintenir une coagulation efficace. Une fois le traitement par les AVK initié, l'objectif est d'atteindre une INR compris entre 2 et 3, avec une surveillance régulière de l'INR pour ajuster la posologie des AVK et garantir un effet anticoagulant optimal. Les contrôles sont généralement effectués de manière mensuelle. La durée de traitement par les AVK dépend de la cause sous-jacente de l'embolie pulmonaire. En cas de cause retrouvée de l'embolie pulmonaire, telle qu'une thrombose veineuse profonde, la durée de traitement est généralement de 3 mois. En cas d'embolie pulmonaire idiopathique, le traitement peut être prolongé jusqu'à 6 mois. Il est important de noter qu'en cas de cancer actif, les AVK ne sont pas recommandés en raison de risques accrus de saignement et d'autres complications. Les anticoagulants oraux directs sont une alternative pratique et efficace aux héparines de bas poids moléculaire associées aux AVK dans le traitement de l'embolie pulmonaire. Le rivaroxaban, commercialisé sous le nom de Xarelto, sont des anticoagulants qui agissent directement sur le facteur 10 activé ou la thrombine, inhibant ainsi la coagulation. Ils offrent l'avantage d'une administration par voie orale sans nécessiter d'une surveillance hémostatique régulière, comme c'est le cas avec les AVK. La posologie habituelle de rivaroxaban est de 15 mg 2 fois par jour pendant les 3 premières semaines,
suivie d'une dose de 20 mg une fois par jour en phase d'entretien. Cette stratégie anticoagulante vise à maintenir un équilibre entre le risque hémorragique et le risque thromboembolique tout en tenant compte des caractéristiques cliniques et des comorbidités du patient. En complément de traitement anticoagulant, d'autres options thérapeutiques peuvent être envisagées dans des cas spécifiques d'embolie pulmonaire sévère ou pour la prévention des récidives. En cas d'embolie pulmonaire massive avec instabilité hémodynamique, les thrombolytiques peuvent être utilisés pour dissoudre le caillon de manière rapide et efficace. Cette approche est réservée aux cas d'urgence où le risque hémorragique est acceptable et où les bénéfices potentiels surpassent les risques. Les thrombolytiques agissant en dégradant les caillots sanguins et en restaurant la perméabilité de l'artère pulmonaire. Cependant, leur utilisation est limitée en raison de risques accrus de saignement, en particulier chez les patients présentant des contre-indications telles qu'une récente chirurgie, un saignement actif en plus d'autres. Dans les cas d'embolie pulmonaire avec un choc hémodynamique où la thrombolyse est contre-indiquée ou inefficace, une embolectomie chirurgicale endovasculaire peut être envisagée. Cette intervention vise à retirer le caillot de l'artère pulmonaire de manière mécanique. Après l'initiation de traitement et la prise en charge, une surveillance étroite est nécessaire pour évaluer la réponse au traitement et détecter toute complication. Cela comprend une surveillance clinique régulière ainsi que des examens de laboratoire tels que l'anaphyse, le TCA et l'INR pour les patients sous traitement anticoagulant. La prévention des récidives est essentielle chez les patients à risque thromboembolique. Cela peut inclure l'utilisation de l'héparine du bas poids moléculaire à dose préventive de 0,1 unité internationale par kilogramme par jour, la mobilisation précoce et l'utilisation de contention élastique pour réduire le risque de thrombose veineuse profonde. Et dans certains cas sélectionnés, la pose d'un filtre CAF pour prévenir la migration du caillon vers les poumons. En résumé, chaque approche thérapeutique doit être adaptée aux besoins individuels du patient. Merci pour votre attention et à bientôt.